Vous écoutez Cinéphiles de notre temps. Vertigo est le fantôme de mon travail cinéphile, le fantôme qui me fait m'identifier à la pulsion cinéphilique, cette pulsion mélancolique de James Stewart dans Vertigo, c'est-à-dire quelqu'un qui tombe amoureux d'une image, qui arrive à passer de l'autre côté, qui la perd et qui va tout faire pour la retrouver, ce qui est la plus belle définition de la cinéphilie. Et c'est Luc Lagier qui a dit ça, et Luc Lagier c'est la personne qui fait les vidéos blow-up sur YouTube. Voilà. Est-ce que t'as quelque chose à dire par rapport à cette petite citation sur la cinéphilie? J'aime bien cette idée de passer l'écran, de casser un peu cette distance qu'on peut avoir un peu au cinéma, un peu cette passivité aussi qui est induite un peu par le dispositif du cinéma où on est un peu assis dans un siège confortable. L'idée qu'on puisse rentrer dans le film. Enfin, moi je sais que les films qui m'ont marqué, c'est des films dans lesquels j'ai vécu en partie aussi, donc ouais, ça me parle pas mal. Donc c'est le côté immersif du coup ouais. qui te touche comme ça. Le fait aussi d'avoir une vraie rencontre entre l'imaginaire de quelqu'un et les images qu'il me donne et moi, mon imaginaire, donc j'ai l'impression que du coup il y a un vrai dialogue qui peut se créer et pas simplement juste je constate le travail de quelqu'un. Bah, c'est une bonne entrée en matière. Alors, mon invitée, Agathe Moison, je l'ai rencontrée il y a quelques années en prépa. Oui. Depuis, elle a rejoint la compagnie Incarné, donc elle fait du théâtre, elle fait de la philosophie, elle s'intéresse à la pédagogie alternative. Ouais, je m'intéresse à la philosophie de l'éducation et du coup sur la manière dont on peut enseigner aux enfants à vivre en société, parce que pour moi ça s'apprend. Et il y a une place pour l'image et le cinéma là-dedans ou pas ? Ben, il y a une place pour toutes les formes d'expression différentes, et les formes d'expression qui puissent nous permettre de voir les choses autrement. Donc oui, évidemment, le cinéma, le théâtre, les arts en général, l'apprentissage à parler, à débattre, enfin tout ça en fait, tout ce qui nous permet de décentrer notre regard me semble devoir faire partie de l'école aussi. Parfait. Donc on peut discuter. On va décentrer son regard cinéphile, tout ça, et on va commencer tout de suite avec la première partie de l'émission, donc qui est un portrait. Si t'étais les fesses de quelqu'un au cinéma, ouais, alors... quelle serait-elle? Je serais celle de Adèle Haenel. Pourquoi celle d'Adèle Haenel? Dans tous les films? Dans un film en particulier? Dans un film en particulier, ouais. En fait, c'est le premier que j'ai vu où elle est dedans. Et bon, c'est une actrice qui m'a un peu marquée sur tous les points. Enfin, je suis un peu tombée amoureuse de cette nana parce que, au niveau de sa féminité, c'est un peu un modèle qui me parle. Et du coup, je l'ai découverte dans Les Combattants de Thomas Caillet. C'est comme ça. Oui, c'est lui. Voilà. Et en fait, particulièrement parce que dans ce film, du coup, elle je sais plus le nom des personnages, mais où du coup, elle incarne une nana qui veut faire l'armée, qui veut rentrer dans l'armée, et donc où elle doit prouver un peu sa force. Il y a une scène de sexe absolument géniale. Qui moi m'avait beaucoup marqué. La musique était incroyable et je me souviens plus du titre du morceau, mais c'est Trahison de Vitalik. Merci l'ingé son. Et bon, c'était une musique que je connaissais très bien, ça m'avait surpris de voir ça. Et du coup, c'est des fesses qui m'ont marqué à la fois parce qu'elles sont à quelqu'un qui m'a marqué, et en plus parce que c'est un film qui m'a un peu donné envie d'être grande, d'assumer ma part de masculinité, et qui m'a nourrie aussi dans les fantasmes que je pouvais avoir envie de vivre
voilà, d'être quelqu'un qui assume, qui est fort tout en restant une femme. Enfin, tous ces tiraillements que je pouvais avoir à l'époque. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais... Il est sorti, je crois, en 2014, 2015. Ouais. Enfin, il y a 3-4 ans, quoi. Donc, ouais, donc j'étais en prépa et... Ouais, j'avais... Enfin... Ouais, c'est un film qui m'avait vraiment scié quand je l'avais vu. C'est vrai qu'il est assez impressionnant. Mais alors, comme toi, on pose cette question, les fesses, ça s'est imposé de façon naturelle comme ça? Enfin, ça a surgi d'un coup? Tu y as quand même réfléchi ou c'était vraiment une évidence? En fait, les premières fesses auxquelles j'ai pensé, c'est évidemment celle dans le film de Godard, Le Mépris. Ah bah oui, parce celle que de c'est Brigitte Bardot. Voilà. Et puis je me suis dit que c'était nul parce que c'était un regard sur la femme qui est très segmentée, voilà, qui est... Qui découpe partie du corps par ouais, voilà, du qui est en fait très masculin, quoi, et qui, moi, m'intéresse assez peu. Enfin, bon, la phrase est un peu mythique, donc j'ai pensé à ce film-là. Et puis, en fait, du coup, j'ai cherché peut-être des fesses plus sensuelles, qui m'avaient plus... ouais, qui m'avaient plus parlé personnellement, parce que moi, le cinéma, c'est quelque chose dont je me sers au quotidien pour vivre, pour me créer un imaginaire, pour analyser le monde, pour rêver ensuite à côté et pendant. Et Le Mépris, c'est un film enfin, voilà, qui me faisait moins rêver, ou pas pour ce passage-là en tout cas. Voilà, c'était pas les fesses particulières. Donc j'ai mis du temps à retrouver ce film et je suis hyper contente du coup de l'avoir retrouvé, parce que j'ai regardé la bande-annonce et tout ça, ça m'a remis dans des émotions un peu passées, donc c'est toujours un peu marrant, cette espèce de... Enfin, ça fait un peu l'aspect Madeleine de Proust, quoi, le film qui nous replonge dans un état d'avant. Non mais c'est bien, puis aussi d'opposer Brigitte Bardot qui était une icône à Adèle Haenel qui est peut-être une icône aujourd'hui, mais plus contemporaine, on va dire. Ouais. Bah, qui est moins vide de sens. C'est ça, ouais, non mais complètement. Ouais. Ok, bah très bien. Peut-être qu'on va passer à la question suivante. Donc, un vêtement ou un accessoire de quelqu'un dans un film? Et alors, du coup, moi, j'ai choisi les chevaux dans les westerns. En fait, j'en ai pas... En fait, j'avais un western en particulier, mais je me souviens plus du titre, donc... C'est quoi, tu peux... En fait, c'était un western, c'était une course de cheval. En fait, le mec qui gagne la course arrive sur la ligne d'arrivée, qui est évidemment à côté d'une voie de chemin de fer, avec voilà, les images un peu d'Épinal du western. Et son cheval est épuisé parce qu'ils font une course hyper longue sur des jours et des jours. Évidemment, il se tire dans les pattes entre temps et tout ça. Et donc, le cheval du mec est épuisé. Et en fait, il descend de son cheval et il lui enlève sa selle. Et en fait, ils arrivent sur la ligne d'arrivée, lui à pied. Et je sais plus s'il arrive en premier ou pas, mais il y a une espèce de... Enfin, c'est la première fois que je voyais une image de respect de l'animal. Et, enfin, voilà, dans un western en particulier. Et, bon, moi, je faisais de l'équitation quand j'étais petite, donc... Le cheval était un peu... c'était un peu un rêve de pouvoir me balader à cheval, de pouvoir voilà, avoir une carriole et tout ça. Donc ça faisait un peu écho avec mes fantasmes. Mais ouais, du coup, cette image-là particulièrement m'avait fait me rendre compte que c'était en vrai vraiment des personnages dans les films que... Ouais, mais c'est marrant que tu aies choisi le cheval aussi, parce que le western, c'est un genre vraiment lié à l'enfance. Du coup, t'en voyais beaucoup quand t'étais enfant des westerns. C'est un truc dans lequel tu te reconnaissais. Peut-être pas, enfin, tu t'identifiais peut-être pas au cowboy, mais il y a un côté, lié à l'imaginaire quand même. Enfin, c'est fort le western en termes d'imaginaire de cinéma. C'est un peu, c'est assez étrange. Enfin, moi, j'ai été beaucoup forgée dans ma cinéphilie par mon père, qui et ma mère aussi, qui étaient des grands cinéphiles, qui faisaient tout le temps le Festival des Trois Continents à Nantes, qui m'y ont emmenée quand j'étais petite. Enfin, il y a beaucoup de films que j'ai vus quand j'étais petite, sous-titrés en noir et blanc, alors que je savais à peine lire. Enfin, il y avait vraiment... c'était hyper important. Et du coup, les westerns...
c'est un peu ambigu parce qu'en grandissant, je me suis rendu compte que c'est quand même un genre qui est globalement assez misogyne, qui fait un peu l'apologie de la violence, qui est un peu l'histoire d'une Amérique un peu ratée, pourrie, qui est en plus raciste. Enfin bon, donc c'est quand même pas très glorieux. Ben, déjà, ouais, il y avait ce truc par rapport au fait d'être à cheval, d'avoir des sentiments de toute puissance avec les pistolets, cet univers aussi. Je sais pas si je voyais les choses de manière genrée, est-ce que du coup ça m'a forgé dans une partie de ma masculinité. Le fait d'avoir été beaucoup en contact avec ça, je sais qu'après, moi, dans mes jeux d'enfants, je faisais beaucoup les méchants. Donc dans des rôles souvent de pouvoir, qui pouvaient prendre beaucoup de place, où je bougeais beaucoup dans les cours d'école et tout ça. Donc je sais pas si ma jeune cinéphilie pourrait être à ce point importante, mais ça m'a ouvert à rêver en fait très grand, parce que le western c'est des grands paysages, c'est des plans larges, des paysages majestueux. Ouais, en plus c'est du nombre parce qu'ils sont souvent en groupe, c'est des histoires de loi en plus, parce que par exemple Rio Bravo, ça m'avait beaucoup marqué de savoir qui a le droit à la loi, parce qu'en fait même si on regarde tout le monde se bat pour sa survie dans cette histoire, et en fait il y a que celui qui a l'étoile qui a le droit vraiment, et généralement c'est pas forcément le plus fort, donc c'est un peu ouais, des histoires de justiciers qui me faisaient rêver, ouais, sur plein de plans, quoi. À la fois sur voilà, la liberté, la justice, le pouvoir, le droit aussi de vivre différemment, parce que c'est souvent des manières d'être qui diffèrent, qui posent problème dans le western. Enfin, généralement, c'est un étranger qui arrive dans une petite ville. Enfin, les images... Après, détournées, par exemple, dans le shérif est en prison, par exemple, que j'ai vu très récemment. Et en fait, j'avais pas remarqué tout de suite que dans ce film, c'est de Mel Brooks. Oui, c'est ça. Et qu'en fait, c'est un film vraiment des années où on faisait plein de westerns. Et donc, c'est une parodie que j'aurais bien aimé avoir vue en même temps. Bon, je l'ai vu bien après, donc je l'ai pas forcément assimilé au western de mon enfance. Mais de ce truc complètement caricaturé qui, en fait, reprend les mêmes schémas, ça, à part que les différences sont encore plus marquées, que le shérif est noir, qu'il est encore plus isolé que d'habitude, que les méchants sont encore plus crétins qu'ailleurs. Enfin, j'aime bien en fait le western parce que c'est un genre qui est tellement codifié et qu'on a tellement tous en commun que du coup, dès qu'il y a une petite référence, c'est hilarant. Enfin, il y a un truc complètement pas crédible, quoi, qui moi... me fait continuer à regarder des westerns, même si c'est un peu de la violence gratuite, et je sais pas, c'est un peu un exutoire, quoi. C'est vraiment pas des films que je regarde intellectuellement, c'est des films que je regarde vraiment de vas-y, défonce-le, et c'est trop bien, cette espèce de vengeance du monde, quoi. T'as l'impression, parce qu'il y a plein de types de cow-boys en plus, moi j'ai envie d'être un peu ce genre de personne dans la société qui fait tout péter. Enfin voilà, j'ai envie d'être énervée, j'ai envie d'avoir des armes, de tout faire péter. Bon. Et un cheval, si possible. Et un cheval, s'il vous plaît, offrez-moi un cheval. Non mais c'est vrai, et du coup quand j'étais petite, j'habitais du coup à côté de Nantes, et on avait un cheval on louait notre champ à un cheval d'un ami de mon père. Et en fait, le dernier jour de mon année de CM2, du coup, cet ami-là était venu nous chercher en carriole avec son cheval de trait dans l'école. Et c'était vraiment genre, je vivais mon rêve, quoi. C'était... Donc voilà, là vraiment, je suis rentrée dans le film à 100%, quoi. Bon, peut-être qu'on passe à l'objet suivant, enfin à la partie suivante du portrait, donc l'objet. Ouais. Donc si t'étais un objet dans un film, dis-nous tout. Du coup, poser comme ça, la question est un peu étrange, mais avec plaisir. En fait, ouais, si j'étais... En fait, un objet qui m'a particulièrement marqué, c'est les boules de geisha du film Mademoiselle
de Park Chan-wook, si ça se prononce comme ça. Oui, c'est comme ça. Allez. Bon, déjà, parce que c'est un objet que j'avais jamais vu dans un film avant. Et c'est un objet qui est du coup lié à une sexualité particulière. Donc, je parle beaucoup de cul, moi, dans ce portrait. Mais il faut. Il en faut. Et en fait, bon, en plus, c'est une scène entre deux femmes qui utilisent en plus un objet assez... Enfin, que moi, j'ai pas l'habitude d'utiliser dans ma sexualité, qui est pas forcément une habitude... en France ou en Occident, enfin c'est pas forcément un objet qu'on utilise. Enfin, il y a d'autres types de sextoys qu'on a plus l'habitude de connaître. Et du coup, quand j'ai vu cette question, j'ai mis du temps à trouver. En fait, je voulais trouver un objet qui me. Enfin, pareil, un objet qui m'ait fait poser des questions parce que le cinéma, c'est aussi beaucoup ça pour moi. C'est vraiment ce truc où. Enfin, de décentrement du regard, enfin, de se dire on peut voir les choses comme ça, mais du coup ça m'ouvre plein d'autres questions, enfin un truc qui me nourrit quoi. Et donc là déjà c'était une relation interdite entre deux femmes, et du coup avec cette scène de sexe à la fin, donc je spoil un peu le film, mais c'est pas la fin qui compte là, mais et vraiment avec une tendresse absolue d'une nana qui apprend à une autre nana. Du coup une sexualité qui est vraiment sans préjugés, sans pénis aussi, ce qui fait du bien aussi. J'ai l'impression même que des images comme ça, moi j'en ai peu vu. J'avais regardé des films, j'ai été assez peu censurée dans ma jeunesse, à part pour les Disney où vraiment c'était le diable en personne, mais du coup j'avais vu des films avec mon père notamment, assez érotique, où il y avait vraiment des scènes de sexe assez explicites et tout ça, mais j'avais jamais vu avant de scènes de sensualité normale entre deux femmes, et aussi je sais pas, il y avait une espèce de simplicité dans cette scène qui m'avait vraiment j'étais vraiment sur le cul quoi. Voilà, dans tous les sens du terme. C'est quand même un homme qui a filmé cette scène, et pourtant elle te semble quand même assez simple, assez juste, plus douce peut-être que d'autres films comme, je sais pas, La vie d'Adèle ou... Ouais, bah oui, là, La vie d'Adèle, vraiment, moi ça m'avait... Bon, j'avais lu la BD en plus avant et elle m'avait beaucoup marquée. Comme je me pose beaucoup de questions en général sur mon identité, sur mes côtés féminins, masculins, à quel genre j'appartiens et que j'ai du mal à m'y mettre, les films me servent beaucoup aussi de point d'appui sur moi-même. Et quand j'avais vu La vie d'Adèle, la scène de masturbation m'avait semblé naze, me semblait pas du tout enrichissante. En fait, j'ai l'impression que c'était vraiment... et après, entre les deux filles, c'était obscène, en fait. C'était montrer du sexe... Bon, après, ça peut être l'esthétique de Keshish, et pourquoi pas, mais moi, en fait, c'est vraiment pas une esthétique qui me touche, parce que elle est pas poétique. Et il y avait d'autres films de Keshish que j'avais vus avant, La graine et le mulet, par exemple, qui m'avait vachement émue, que j'avais... ou même avec Sarah Forestier, L'esquive, ouais, qui m'avait beaucoup émue aussi et qui m'avait beaucoup enrichi. Donc c'est pas forcément le cinéaste en tant que tel que j'avais pas aimé, mais là vraiment sur ce film-là, il y avait quelque chose d'un manque de pudeur dans la découverte par une femme d'une femme qui me semblait complètement invraisemblable et pas crédible. Et j'attends aussi d'un film qu'il me permette de rentrer dans son univers et qui me donne des clés aussi pour y croire. Ouais, bon, pas forcément pour tous les films, mais quand c'est d'un film qui est vraiment un peu réaliste comme celui-là, pour le coup, du coup, Mademoiselle proposait juste une scène de sensualité et on voit très clairement du coup une des nanas du coup mettre une boule de geisha dans le vagin de l'autre
Et c'est très simple en fait, c'est juste un objet pour se faire du bien, pour augmenter le plaisir. Enfin, il y avait un truc vraiment de banal, quoi. Enfin, Peut-être que c'est ça, en fait, c'est un geste qui est montré comme simple dans le film, mais ça s'intègre vraiment bien parce qu'il n'y a pas de présupposé réaliste comme chez Keshish ou je sais pas. Et puis surtout, comme le film, enfin Mademoiselle, c'est très très romanesque quand même. Il y a toujours des élans, peut-être que le fait que ça s'intègre pile poil comme il faut dans le film, ça joue beaucoup aussi. Et c'est ça qui rend la scène assez touchante aussi, peut-être. Ouais, et puis en plus, il y a une intimité parce que elles sont sur un bateau, il me semble, à ce moment-là, où elles sont en fuite. Et du coup, il y a une espèce une pause à ce moment-là dans le film, un peu après qu'il se soit passé tellement de choses incroyables, tellement de violence aussi, de tension. Enfin là, c'est vraiment l'apaisement final. Donc moi aussi, ça m'avait apaisé à ce moment-là de voir cette scène-là. Bon bah parfait, en parlant d'apaisement, on va passer à la deuxième partie, donc qui est liée aux circonstances et aux sensations que tu peux éprouver pour choisir un film, quand tu vois un film. Quel film tu choisis un dimanche soir, lorsque le temps est pluvieux par exemple, pour ne pas dire lugubre, la veille du lundi matin? Avant de retourner à l'école. Voilà. J'ai eu du mal à choisir un film parce que... On a toujours du mal à choisir un film, et encore plus le dimanche. Ouais, et je me suis dit quel film je reverrais assez facilement. Évidemment, du coup, comme c'est des films qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai beaucoup revu déjà, c'est les films de Miyazaki. Et je me suis dit quel film de Miyazaki incarnerait le mieux mon dimanche soir. Enfin, je me suis dit qu'est-ce que je recherche un dimanche soir dans un film. C'est exactement la question. Et moi, un dimanche soir, j'ai envie que ça me permette d'affronter un peu la semaine suivante, quoi. Donc j'ai pris Princesse Mononoke, qui est un film qui m'a traumatisée parce que je l'ai vu trop tôt. En fait, c'est hyper ambigu parce que ce film, c'est vraiment des histoires de femmes hyper badass qui remettent les hommes à leur place, et en même temps les hommes ont aussi une place très belle. Et puis il y a les animaux, il y a la forêt, il y a la nature. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est un film qui est hyper riche. Ça parle de toutes nos angoisses en tant qu'être humain, quoi, de nos rapports aux gens, de nos rapports à la nature, et du coup, Princesse Mononoke, c'est... Bon, déjà, il y a Yakulu, cette espèce de presque cheval, donc moi, ça me fait... je voulais trop avoir un truc comme ça quand c'est cohérent pour l'instant. Ouais. Je reviens aux mêmes accessoires. Enfin, aux mêmes animaux, c'est pas un accessoire. Et vraiment, ce truc de... j'aime pas les films d'horreur. C'est des films que je ne peux pas regarder. Les films d'angoisse aussi. Enfin, par exemple, j'avais vu Psychose de Hitchcock, et vraiment c'est des films qui me mettent mal à l'aise. Enfin, je sais pas si c'est parce que je rentre trop dans le film ou si c'est enfin vraiment il y a un truc où c'est pas agréable, c'est pas un stress agréable pour moi. Et du coup là dans Princesse Mononoke, il y a ce moment un peu où il y a les vers qui grouillent dans le sanglier. C'est assez gore. Ouais, et ça m'avait terrifiée. Et après quand c'est dans son bras là qui devient fou, enfin... J'ai assez peu lu de théories sur Miyazaki, donc j'ai pas trop cherché à analyser ce que ça pouvait vouloir dire, mais vraiment, moi je l'avais vu, je sais pas à quel âge je l'ai vu, mais vraiment ça m'avait choquée, et j'en avais fait des cauchemars après. Et je partage tout à fait. Ouais, j'imagine qu'il y a... Je pense qu'on n'est pas les seuls. On s'attendait à voir un film d'enfant. Mais le coup des vers qui grouillent... Ouais. Et en fait, j'aime bien ce film parce que j'ai appris aussi à l'apprivoiser. Et le fait de l'avoir revu, je l'ai pas vu pendant longtemps, j'ai regardé 1 milliard de fois Le Château dans le ciel. Donc c'est un film que j'ai du mal à revoir maintenant parce que je le connais tellement par cœur que je peux pas faire une overdose de Miyazaki, mais presque. Et du coup, ouais, j'ai choisi Princesse Mononoke parce que du coup, il y a cette phrase aussi incroyable, moi, qui me rend forte et qui m'aide à progresser dans ma vie, dans mes rapports avec les gens. C'est vraiment quand il dit... donc quand il se fait attaquer par ce monstre,
Et il va voir les anciens du village pour se faire soigner. Et du coup, il y a cette vieille qui lui dit va et porte sur le monde un regard sans haine. Et je me dis, bon, bah voilà, ça, ce sera un de mes mantras dans ma vie. C'est vraiment une phrase, j'aimerais bien me la garder et me dire, vraiment, malgré toute la douleur qu'on peut t'infliger, malgré toutes les épreuves que tu peux vivre et toute la haine qu'on peut te renvoyer, tu ne céderas pas et tu ne tomberas pas dans ce piège. Donc, juste pour cette phrase, voilà, le dimanche soir, tu vas te coucher serein et tu te dis, je ne porterai pas sur mon lundi matin c'est pas mal. un regard plein c'est de une haine. bonne définition du film du dimanche soir parce que c'est suffisamment réconfortant parce que c'est Miyazaki, Ouais. même s'il y a des passages traumatisants. Et en même temps, avec le message, avec la force qu'il donne, c'est un film que tu as envie d'avoir avec toi, en toi, toute la semaine pour affronter le monde. Ouais, C'est pas mal comme film du dimanche soir. merci. Est-ce qu'il y a un film qui te crispe en particulier? Oui, ouais, bah il y en a plusieurs. Oui, il y en mais a toujours plusieurs, j'ai eu mais... beaucoup de mal à en trouver un, et je crois que celui que j'ai choisi est pas forcément le meilleur, mais j'ai pensé à 120 battements par minute. Mhm. J'ai été hyper sceptique. Déjà, je suis arrivée en retard, donc j'ai fait chier des gens. Et du coup, ça m'a énervé qu'il y ait des gens qui fassent bah oui, il y a des gens qui arrivent en retard au cinéma, c'est le jeu, quoi. T'es au cinéma, donc voilà. Donc tu te tais et. Ils rajoutent généralement Bah, à l'embarrassement, à la voilà. gêne quand ils font des cris, mais bon. Voilà, Bref. mais bon, voilà, donc c'est. Et. Je suis dure avec le public. Et 120 battements par minute, j'ai été super dubitative pendant et encore plus après. Il y avait plein de trucs que je trouvais bien, mais alors tout était coupé au mauvais moment. J'étais super frustrée tout le temps. En plus, je trouvais... ma mère est morte quand j'avais 5 ans, donc la mort pour moi est quelque chose d'un peu familier. Et du coup, le moment du deuil, d'accueillir les gens et tout ça, j'en ai un peu de souvenirs. Et il y a quelque chose du coup qui me paraissait terriblement mal fait dans la dernière scène du coup. Enfin, j'arrête pas de spoiler des films, j'espère que Non, c'est pas grave. les auditeurs ne La mentent fin pas. du film, du début, de tout. À la fin, il meurt et du coup, il y a quelque chose. Enfin, Un peu obscène. non, c'est d'un peu raté. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le film a compris du coup les enjeux de ces moments de discussion qui sont incroyables dans les assemblées, de ces moments de manifestation, de Avec ces moments Adèle Haenel. avec Adèle Haenel, cœur. Et en fait, moi, ça m'a frustrée déjà parce que c'est une relation entre mecs et on voit très peu les nanas. Donc, enfin, bon, moi qui suis nana, je me dis ce serait peut-être pas mal de parler un peu plus des lesbiennes aussi parce que elles sont un petit peu invisibilisées aussi dans le débat sur l'homosexualité parce que c'est des femmes aussi. Bon, en même temps, ça parle du sida, et donc elles sont un petit peu moins touchées que les hommes aussi, donc voilà. Et puis, c'est un peu documentaire. Mais du coup, j'avais l'impression que mes attentes de cinéphile ne collaient, mais alors pas du tout avec ce que le film montrait. Et que toutes les attentes que je pouvais avoir, soit sur un film documentaire, soit sur une fiction, du coup, comme il mélange les deux, étaient tout le temps déçue. Et du coup, même les scènes de soirée me semblaient complètement... Enfin, pas complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire je sentais ce que le cinéaste voulait nous dire, enfin même s'il n'y a pas forcément de message, mais où est-ce qu'il voulait nous emmener, dans quel type d'émotion, mais ça me touchait pas. Et du coup, j'ai passé la séance du coup à un peu beaucoup réfléchir, quoi. Donc c'est un film que je trouve pas nul et que j'ai pas envie de discréditer, mais alors vraiment, j'ai pas du tout été touchée par ce film, quoi. C'est intéressant d'avoir un avis qui diverge un petit peu de tout l'accueil critique. Ouais. Donc merci pour ça quand même. Non, mais ça fait plaisir quand même d'entendre ce genre de point de vue. Et du coup, on va continuer dans les films qu'on n'a pas forcément aimés, ou un peu, mais pas complètement. Et est-ce qu'il y a un film que tu souhaiterais vraiment oublier, dont tu aimerais effacer vraiment les images de ta mémoire si c'était possible ou... Du coup, je l'ai fait parce que je l'ai oublié, ce film. Tant mieux. Puisque Désolé, on va raviver. Non, mais c'est vraiment... du coup, c'est un film dont j'ai oublié le titre, que j'avais vu au Festival des Utopiales, donc
Alors je ne sais plus si c'est un court ou un long métrage. Je me souviens juste que c'est des amis qui, du coup, m'avaient amené voilà, on va au cinéma ce soir, viens, on va voir un film aux Utopiales. Je connaissais pas ce festival, je me suis dit, c'est quand même à Nantes. Donc c'est un festival de science-fiction. Voilà. À la fois de littérature, de cinéma. Voilà. Et de vraiment toutes les littératures, donc de la BD, de tout type de fiction, il y a des documentaires, il y a plein de débats, donc c'est hyper intéressant. Je l'ai fait cette année de manière un peu plus sérieuse. Et c'est génial parce que c'est quelque chose que je connais assez peu, la science-fiction. J'ai peu lu de science-fiction quand j'étais petite et ado. Et du coup, je me suis dit, tiens, aller voir un film de science-fiction, ça va être un peu nouveau. Enfin, allons-y, quoi. Et en fait, je me suis retrouvée devant un film, mais complètement... un peu de zombies post-apocalyptique. Enfin non, en fait, parce que ça se passe pendant. Et alors, c'est des gens qui sont dans une soirée, qui commandent des pizzas, qui boivent des coups, qui sont entre amis et tout ça. Tout se passe bien, et puis il se passe des trucs dehors, et nous, on le sait, et eux, ils le savent pas. Et c'est un peu le scénario de base, quoi, du film un peu critique. Il va se passer un truc de stress et tout ça, un truc que je n'aime pas trop en général. Ouais, déjà, donc, j'étais pas à l'aise. Et en fait, il y a cette espèce de mec qui est pas complètement humain, qui a un comportement super dégueu. On sent que c'est vraiment une menace, mais on sait pas vraiment pourquoi. Qui rentre dans cette soirée. Tu comprends pas pourquoi personne ne remarque qu'il est chelou. Il est vraiment dégueu, vraiment physiquement on sent qu'il est nul, tu vois. Tu te dis, genre, si t'étais quelqu'un dans la vie, tu lui parles pas, tu le vires de la soirée, mais c'était un film. Et en fait, donc ce mec arrive, il drague une nana, la nana du coup tombe sous le charme, je sais pas comment elle fait, mais voilà. Ils vont dans une chambre et du coup ils commencent à niquer. Et en fait, donc le mec la met du coup à quatre pattes sur le lit. Il dézippe son pantalon et en fait là c'est terrible parce que du coup c'est un mélange entre un viol et un meurtre, et du coup en fait son sexe qui sort, c'est un espèce d'énorme serpent qui du coup la transperce, donc il la pénètre et qui ressort par la bouche. Et alors vraiment, mais moi, alors déjà les scènes de viol en général, j'ai beaucoup de mal dans les films. C'est souvent discutable. Bon, j'imagine que personne, ça fait plaisir à personne. Mais vraiment là, je trouvais qu'il y avait un truc, mais j'avais pas envie de voir ça, quoi. Et vraiment, ce film, T'as détourné un peu le regard ou t'étais quand même Non, j'ai regardé parce que je trouve que c'est encore pire. Ah bah oui, si tu regardes pas, t'imagines, voilà. le pire. Je me souviens par exemple de scènes dans Le Jour d'après, qui était un film qui m'avait beaucoup secoué aussi, parce qu'il y a beaucoup de stress dedans. Et par exemple, la scène avec les loups qui dévorent un mec, j'avais un peu détourné le regard. Et en fait, c'est dur parce que, je viens de m'en souvenir là, mais c'est dur parce que du coup, dès qu'on détourne le regard, on se fait un film dans notre tête. Et je trouve ça pire, parce que du coup, tu sais pas vraiment ce qui se passe et tu t'arrêtes pas à une image fixe. Donc je pars du principe que je regarde, je m'accroche un peu au bras des gens qui sont autour de moi, de l'intérêt d'y aller entre amis au cinéma. Mais du coup, là, moi, j'étais vraiment là, genre, pitié, quoi. Et du coup, j'ai vraiment... C'était vraiment... En plus, je crois que c'était un moment où moi, j'avais encore pas eu de relation sexuelle à deux. Et du coup, j'étais vraiment... je savais pas ce qui allait se passer. Et du coup, c'était des images genre, d'une violence incroyable, et d'une banalité en même temps. C'était... Voilà, je reverrai ce film pour rien au monde. Du coup, j'ai essayé de fouiller dans les programmes des Utopiales, mais j'ai pas retrouvé. C'est pas grave, si t'as envie de l'oublier. Et c'est peut-être pas plus mal. on essaiera pas de retrouver le nom du film, merci. ni de rappeler l'histoire dont tu te souviens que vaguement. Voilà, et je sais pas ce qui se passe après, voilà, je me suis vraiment arrêtée à ça, quoi. T'as presque réussi à oublier, donc tant mieux. On va pas remuer le couteau dans la plaie, du coup. Merci. On va faire l'inverse maintenant, une séance dont tu te souviens particulièrement. Peut-être même plus que du film, parce que la séance avait une ambiance particulière, mais bon, ça peut être aussi en lien avec le film quand même. Ça, en fait, à 8 ans,
Du coup, je m'étais fait opérer, c'était la première fois que j'allais à l'hôpital, et je m'étais fait opérer d'une hernie, du coup, à l'aine, et bon, qui était vraiment bénigne, donc il n'y avait vraiment aucun danger, tout ça, donc c'était vraiment l'opération tranquillou, quoi. Et on m'avait forcé à manger une compote de pommes pour s'assurer que je ne vomirais pas et que tout allait bien, tout ça, et c'était vraiment genre désagréable, enfin... Et en fait, du coup, donc, mon père, pour essayer de me faire sortir de l'hôpital et qu'on puisse, voilà, m'avait dit, si t'es sage, et si tu manges ta compote, on va au cinéma. Donc moi, je m'étais empressée de manger ma compote, tout ça. Et en fait, c'est Kirikou qui venait de sortir. Et du coup, j'étais allée voir Kirikou, et c'était génial, parce que du coup, c'était... c'est un film qui raconte l'histoire d'un enfant avec des couleurs juste, enfin moi fabuleuse, ouais, c'était incroyable, enfin vraiment tous les films de Michel Oslo, moi j'ai pas vu le dernier, mais vraiment c'est une joie, quoi, enfin pour les yeux, pour les sens, enfin c'est et du coup là je m'étais retrouvée là et ça m'avait fait complètement oublier la douleur, parce que je boitais un peu quand même, parce que j'avais quand même une cicatrice. Et c'est espèce de film récompense, quoi. Donc, de toute façon, il fallait que le film soit bien. Enfin, et il se trouve qu'il était génial. Voilà, j'étais convaincue d'avance, on allait au cinéma de toute façon, donc c'était génial, quoi. Et ouais, ça pour le coup, c'est marrant, parce que du coup, Kirikou est lié à cette opération, et c'est pas un souvenir négatif, quoi. Donc, merci Michel Oslo d'avoir fait ce film à ce moment-là, enfin d'avoir réussi à le sortir à ce moment-là. Parfait. On va peut-être passer à la question suivante. Est-ce que c'est grave de s'endormir devant un film ? Pour moi, oui. C'est vrai, pourquoi ? T'as l'impression d'avoir tout loupé, qu'il s'est passé des choses beaucoup trop importantes Ouais, et puis que... en fait, ça sert à rien de regarder que le début d'un film, enfin... Après, tu peux t'endormir au début aussi, puis te réveiller au milieu. Ouais. Ou... En fait, ça m'est arrivé... En fait, maintenant, je me l'autorise en me disant, c'est pas grave. De toute façon, l'avantage d'un film, c'est qu'on peut le revoir. Ouais, ce qui n'est pas forcément le cas d'un spectacle. Ouais, voilà. D'un concert. Ouais. Non, en fait, un film... Il y a quelque chose de... Ouais, on sait jamais ce qui va se passer, et... Je sais pas, j'ai mon attention qui est quand même en éveil, quoi. Donc, je m'énerve pas s'il y a des gens qui le font, à part si c'est mon père, parce que le problème de mon père, c'est qu'il ronfle. Voilà, mais sinon, tant que les gens font pas de bruit, ça va. Tant qu'ils font pas de bruit, ça ne me dérange pas. Mais ça m'est arrivé d'être complètement crevée et d'aller voir des films qui sont un peu longs, un peu... Par exemple, j'étais allée voir... Le cheval de Turin. De Bellatar. De Bellatar, voilà, merci. Cinéaste hongrois qui fait des films plutôt longs, voire très très longs. Très longs. Et très lents. Très lents, avec des longs plans. Ce plan où elle épluche la patate avec ses doigts, enfin... En temps réel. En temps réel, ouais, c'est ça, il n'y a pas de coupe, et c'est noir et blanc, c'est très calme. Et il nous avait offert une patate à l'entrée du film, c'était très drôle, mais... Et vraiment, j'avais adoré ce film en plus, mais j'étais crevée, et je sais pas, mais je m'étais dit, à tout moment, il peut se passer quelque chose. Et donc, ça, enfin... Ouais, vraiment, ça me... Il y a un endroit de mon cerveau qui, je sais pas, qui doit envoyer de l'adrénaline ou un truc comme ça, mais... le cinéma, ça me maintient éveillée. Ça me... Tant mieux. Et je m'endors jamais devant un film. Ou si peu. On va rester sur ces mots-là pour passer à la surprise. Ah. Alors, Fan, elle a une petite cocotte en papier. Donc tu vas donner un chiffre. 6. Donc on va te mettre... face au fait accompli, une question sur des émotions un petit peu paradoxales. Et donc la question, une comédie, mais qui t'angoisse. Soit que tu trouves anxiogène, soit qui te fait vraiment peur, soit que... Enfin, pour les raisons que tu veux. Est-ce qu'il y a une comédie comme ça qui te vient à l'esprit ? J'aurais tendance à parler de Bridget Jones. Oui. En fait, c'est des films que j'adore parce que, je sais pas, le personnage de Bridget Jones est complètement
complètement normale en fait. Enfin, c'est juste une nana normale qui a des bourrelets, c'est pas une héroïne quoi, c'est vraiment. Elle est hyper normale quoi. Et en même temps, enfin, j'adore regarder ces films, mais en même temps, ça m'énerve parce que. Enfin, ça me désespère parce que un personnage normal qui en même temps est hyper potiche, qui correspond à beaucoup des clichés qu'on peut avoir sur les femmes, qui tombe amoureuse de mecs nuls et qui arrive pas à rester avec le mec bien. Et enfin, c'est un film que je trouve à la fois génial et complètement naze, quoi. Du coup, c'est un peu inquiétant, quoi, tout ça. C'est un peu, je me pose des questions sur moi. Mais du coup, j'aime bien parce que je trouve toujours des bonnes raisons de re-regarder ce film parce que je les ai regardés plusieurs fois. Et pour le coup, j'ai vu le dernier en salle, celui où elle a un enfant. D'accord. Comment il s'appelait déjà? C'était Bridget Jones' Baby, ouais. Et du coup, donc, je l'avais vu en salle. Et alors, c'était drôle de voir ça en salle parce que je les avais jamais vus. Enfin, j'étais jamais allée au cinéma voir ça. Et je sais pas, il y avait une ambiance, mais c'est. Du coup, moi, je les regarde en me disant, c'est vraiment le film un peu débile. Un peu réconfort enfin qui est à mi-chemin entre la vie c'est difficile pour tout le monde et il n'y a pas de problème, t'es une meuf normale, et en même temps c'est quand même vachement simple pour elle parce que elle finit toujours par avoir un mec et c'est toujours hyper romantique et elle finit toujours par avoir un boulot stylé. Et c'est complètement paradoxal, c'est à la fois très vrai et complètement faux. ça me rend folle. Donc je pense que ce film, enfin c'est le genre de film que je regarde vraiment sans analyse, c'est vraiment mon côté cinéphile écervelé quoi. Dont on a tous besoin, je pense. C'est bien de l'assumer aussi. Je pense qu'il faut avoir des films comme ça. Enfin, on peut pas regarder Socialisme de Godard. Film socialiste, pardon. Attention. Que j'avais énormément aimé, mais bon, c'est éprouvant quoi, intellectuellement. C'est très éprouvant celui-là. Mais tous les derniers Godard sont très très durs à voir. Voilà, faut suivre quoi. J'adore regarder des trucs, enfin pareil comme Cheval de Turin, mais j'aime bien aussi des fois poser mon cerveau, rentrer dans la salle et le récupérer à la sortie. Et vraiment, t'es sûr qu'il est intact quoi. Et qu'il a pas subi. C'est une bonne transition parce que je crois que la séquence que t'as choisie, c'est un film qui se situe un petit peu à mi-chemin entre le divertissement le plus total et en même temps, c'est pas trop débile non plus. Tampopo, c'est un film dont on m'a beaucoup parlé avant que je le voie. Et notamment de la première scène, du coup, parce que là, du coup, sur l'image, on voit du coup ce mec qui est en train de manger, ses nouilles avec ses baguettes. Et c'est vraiment. C'était vraiment, en fait, il y a un truc que mon père déteste au cinéma, c'est quand les gens mangent et que ça fait du bruit. Et du coup, il m'a toujours parlé de cette scène-là avec ce mec qui est au premier rang. Qui s'énerve. Et en fait, moi, mon père me l'a raconté comme ça. Il m'a dit, ouais, c'est génial ce film parce que y a un mec qui est devant ça. Et il entend un mec qui mange derrière et il se lève et il sort ses flingues, ce qui est pas le cas, hein. Il a pas de flingue dans le film, mais c'est pas grave. Et il sort ses flingues et il fait, s'il y en a un d'entre vous que j'entends manger pendant la séance, je le descends. Et en fait, mon père a toujours rêvé de pouvoir faire ça dans une salle de cinéma. Et parce que vraiment, c'est un truc genre, ce pourquoi il ne va jamais dans les Gaumont et trucs comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il y a des gens qui ont acheté des pop-corn. Et alors lui, c'est vraiment genre, le cinéma, c'est une religion, quoi. C'est vraiment, on va au cinéma, on se consacre au cinéma, quoi. Et voilà. Et donc moi, je pensais que c'était ça, la première scène du film, parce que c'est vraiment la première scène du film. Et du coup, donc c'est la scène que t'as choisi de me raconter. Voilà. Je sais pas trop si t'as tenu compte de la petite règle qu'on avait mise où faut que t'essayes de raconter la scène comme si t'étais un personnage dans le film, ou invisible, tu sais, comme si t'étais vraiment à l'intérieur du film, donc avec les odeurs, les sons, tout ça. Est-ce que tu crois que t'arriverais à le faire ou pas? Ouais, je peux le faire, ouais. Vas-y alors. Bon, j'imagine être... Même un personnage invisible, tu vois. À peu près où je me mets à chaque fois au cinéma, c'est-à-dire
3e, 4e rang. Ok, donc ça se passe dans une salle de cinéma, t'es Voilà. au 4e rang ou au Voilà. 3e rang. Voilà, et on attend du coup, j'attends le début du film. Pour une fois, je suis arrivée un peu en avance, parce que d'habitude, j'arrive en retard tout le temps. Et du coup, j'attends avec impatience le film. Et là, il y a un couple qui rentre du coup à ma gauche. Au milieu, évidemment. Je suis hyper bien placée. Et un couple qui rentre habillé en blanc, hyper rassurés, hyper complices tous les deux. Et ils sont suivis par 3 mecs, eux aussi habillés en blanc. Il y en a un qui porte une bouteille de champagne, un autre qui porte une table, et un autre qui porte des plats, je sais pas exactement ce que c'est, enfin de la bouffe quoi. Donc évidemment, ça sent très bon dans la salle. Oui, forcément. J'imagine que ça embaume un peu l'air. Du coup, la lumière est assez crue quoi, enfin de ces ambiances de cinéma avant qu'on baisse la luminosité. Et du coup, le couple s'assoit au premier rang. Donc c'est chiant parce que du coup ils sont devant moi. En plus le mec porte un chapeau, donc je sens que ça va me faire chier pour les sous-titres. Pourquoi il le retire pas quoi en plus Il le retire pas, non. Et il commence à parler comme ça en disant que il aime bien manger au cinéma. Et donc les mecs, les 3 mecs qui les suivaient installent du coup leur petit repas. Donc ils ont vraiment genre 2 gros plats de nouilles, trucs assez lourd où on se dit qu'en mangeant ils vont quand même faire pas mal de bruit quoi. Parce que les nouilles chinoises oui ça s'aspire en plus, ouais, ça fait du bruit avec le jus là ça va être crade. Voilà et du coup il commence à parler comme ça et il y a un mec à ma gauche qui est avec sa copine aussi et qui lui du coup commence à manger des chips. il y a trop de bruit là. Et là en fait il fait du bruit avec le paquet. Et moi aussi, ça m'énerve parce que j'aime pas ça non plus. Et le mec se lève et il y a du coup, les autres mecs qui ont servi qui ont servi la table, qui se lèvent en même temps que le mec au chapeau et qui ont l'air assez menaçants, qui n'ont pas du tout de flingue, hein, ils sont pas armés, enfin pas. Et donc le mec au chapeau dépose son chapeau sur la nana qui est avec lui, un peu négligemment. Et il va vers le mec et lui dit si tu fais du bruit quand le film commence, je te tue. Et le mec retourne s'asseoir, tranquillou, mais pas en face de la bouffe. Ce qui est assez étrange du coup. Parce qu'on a l'impression que au début, on installe la table devant eux et en fait, lui se place à la gauche de la nana alors qu'il était à droite au début. Et donc, du coup, on ne sait pas vraiment s'il va manger pendant le film ou pas, sachant que lui est devant un film et qu'il nous regarde, enfin qui regarde du coup les gens qui regardent le film, qui sont en train de le regarder lui, en assumant tout à fait le fait que c'est un film. Et il dit, moi voilà, il y a 2 trucs que j'aime pas, c'est les gens qui mangent et le bruit des montres. Et il commence à dire un truc de je sais plus trop quoi, il parle d'un kaléidoscope, j'ai pas retenu après. Et il se fait couper du coup par la lumière qui descend, qui se tamise, qui annonce le début de la séance. Et en plus de cette sensation que j'adore moi, de se dire ah ça y est, c'est le début. Et du coup là il a enlevé son chapeau et normalement la séance peut commencer. Parfait. Merci pour cette magnifique carte blanche qui restera dans les annales de toute l'émission. Oh, pour sûr. C'est la première. Surtout que c'est la première. Donc on va passer à la toute dernière partie, intitulée Cinéma et transmission. Donc sur la façon de transmettre les films, sur ceux que tu as envie de recommander ou pas. Et donc la question qu'on t'a choisie, c'est un film que tu détestes et pourtant que tu recommanderais. Je trouve la question géniale parce que parce que en fait j'ai eu beaucoup de mal à me dire quel film j'ai détesté. Enfin, faut le faire quand même. C'est pas un film que t'as détesté mais que t'as en tout cas pas trop aimé. Ouais. En fait, j'ai eu vachement de mal à me dire parce que je recommanderais pas en fait un film que j'ai pas aimé. Enfin, c'est. Ah bah oui, naturellement. Je leur dirais va pas perdre ton temps pour ça, ça ne sert à rien.
Et en fait, je me suis souvenue de la séance du coup où j'étais allée voir Girl de Lucas Dont. Caméra d'or de Cannes cette année. Ouais. Qui a eu un écho absolument dithyrambique dans la très, presse. très bonne presse. Ouais. Et que j'avais entendu parler dans l'émission du coup avec Trapenard sur France Inter. Et en fait, je trouvais ça assez intéressant parce que lui, il disait, moi, le type de cinéma que je veux faire, c'est un cinéma qui donne des idées, qui est un peu en avance sur la société, qui va chercher à créer du coup des nouveaux fantasmes pour permettre à des gens du coup de rêver à des situations différentes. Et il disait du coup que Girl était un peu ça, que du coup cette donc jeune fille qui est dans le corps d'un homme qui veut faire de la danse classique. Enfin, moi je me suis dit, j'ai vu la bande-annonce et je me disais c'est plutôt intéressant en fait d'avoir du coup un corps d'homme qui va faire de la danse classique comme une femme. Enfin, je trouvais que c'était hyper intéressant d'aller titiller un peu le milieu de la danse classique parce que c'est vraiment terriblement les images. Enfin voilà, comme moi quand j'étais petite, je voulais faire de la danse classique, je voulais monter sur des pointes, enfin voilà. Et je me suis dit, avec un corps masculin, ce serait hyper intéressant du coup d'avoir je sais pas, le truc de Casse-Noisette ou ce truc comme ça, du coup joué avec un corps masculin quoi. Donc je voulais y aller, et j'y suis allée avec une pote à moi qui était très dubitative, elle avait pas très envie d'aller le voir, donc déjà Vous partiez vachement convaincu. on n'était vraiment pas sur les mêmes attentes. Et en fait j'ai été hyper déçue de ce film, parce que pour moi le film s'arrête là où il devrait commencer. En fait, oui, c'est intéressant de montrer ce que c'est que d'être trans et du coup de n'être pas dans le genre auquel on est assigné à la naissance, de ce que c'est aussi que l'adolescence, de ce que c'est que les hormones. Donc c'est assez intéressant parce que du coup moi en tant que femme je sais ce que c'est d'avoir des pics d'hormones, de changer ses humeurs en fonction de ses cycles et tout ça. Et là vraiment ce garçon là du coup découvre ce que ça fait d'être déprimé à des moments, d'avoir ton corps qui est fatigué, parce que c'est l'adolescence aussi, qu'il y a plein de questions qui se posent. Et en plus, moi, ça m'a vachement touchée, ce truc où elle veut être un objet sexuel, elle veut être désirée comme femme par des hommes. Et moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup désiré aussi quand j'étais ado, quoi. Enfin, j'avais envie d'être un objet sexuel parce que j'étais sûre d'être une femme dans ce cas-là. Ça prouvait une part de mon identité féminine, quoi. Mais ce qui est dommage, c'est que ça ne dépasse pas les clichés sur le féminin, sur ce que c'est qu'être une femme. Et j'ai trouvé ça tellement dommage que pour un film qui prenne un sujet aussi décentré de la société et des codes de la société, parce que les trans on les voit assez peu, sauf là du coup Océane Rosemary qui est devenue Océan, où du coup il y a un homme trans qui se met à avoir beaucoup la parole soudainement. En fait sinon on les voit assez peu, quoi. Et du coup moi je trouvais ça hyper intéressant en plus de voir ce jeune qui du coup cette fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui est en plus hyper bien accompagnée par son frère, par son père. Enfin c'est incroyable, il a une famille géniale et pourtant ça se passe mal. Enfin on comprend pas en fait. Il y a un truc qui est complètement incompréhensible et qui est presque dommage parce que alors que Lucas Dont a l'air de vouloir du coup donner un peu des nouvelles idées, d'être un peu précurseur, en fait il reste enfermé dans des rêves à la con une petite fille veut faire de la danse classique, elle veut être gracieuse, et être une femme c'est avoir des seins, avoir des fesses, avoir des hanches. En fait je trouve ça tellement dommage parce que déjà c'est pas forcément que ça être une femme, que c'est aussi beaucoup dans sa tête, que on peut être une femme avec un corps d'homme, qu'on pourrait apprendre aussi aux jeunes à rêver à ça, qu'on peut être un homme dans un corps de femme, qu'on n'est pas obligé d'avoir des seins pour être une femme. Enfin,
En fait, je trouve que ce film est très bien pour la discussion, en fait. Oui, non, mais Et c'est pour ça que je le recommanderais, parce que je me dis, tu vois, par exemple, si j'avais une classe, là, je sais pas, de collégiens, par exemple, je leur montrerais ce film, et on en parlerait, et je trouve que c'est un film qui est bien, parce que, en fait, il parle de nos blocages vis-à-vis du genre. Et de comment, en fait, à force de vivre dans une société qui est bigenrée et qui est complètement... en fait, on a du mal à sortir de ça parce que le langage, nos imaginaires... en fait, on s'est aussi enfermé dans cette vision de le corps de la femme et le corps de l'homme. Et je trouve que ce film parle bien de dans quel état la société est pour ne pas pouvoir... intégrer en fait des troisièmes, des quatrièmes, des millionièmes voix de genre, quoi. Donc pour toi, ouais, tu le recommanderais parce que le film il est un peu symptomatique de quelque chose en ce moment, puis parce que ça part d'une très bonne intention, mais parce que ça échoue un petit peu. Ouais, parce qu'en plus il est très bien joué et que Oui, je pense que c'est un bon la performance effectivement ouais. de l'actrice. L'acteur. Ou l'acteur. Oui, l'acteur, c'est vrai que oui, exact. Ouais, c'est un garçon du coup qui joue. Mais c'est vrai que sa performance est vraiment. Et du coup, il y a plein d'associations. J'ai lu des trucs d'associations trans qui, du coup, disent. Il y a une polémique aussi. C'est quand même dommage d'avoir choisi un mec cisgenre pour faire ça. Et je trouve aussi très dommage de pas avoir eu plus de réflexion sur la danse. Et qu'en fait, ce qu'on a, c'est un garçon, enfin une fille qui vit dans le corps d'un garçon qui veut faire de la danse, qui finalement peut pas parce qu'elle est trop fatiguée pour ses hormones. Et que si elle veut pouvoir faire son ablation du coup des testicules et du pénis pour avoir un sexe féminin, doit être en bonne forme, donc elle est obligée d'arrêter la danse. Et en fait le film se termine sur ça, je spoil complètement à nouveau le film, mais en fait c'est juste genre, c'est ce pourquoi le film m'a déplu aussi, c'est que pourquoi est-ce que le film partirait pas de ça, de cet échec, pour dire comment un trans peut inventer une féminité dans un corps masculin et un rapport à la danse aussi, de comment tu utilises l'art en fait pour subvertir aussi les codes auxquels tu as été habitué et auxquels on t'a enfermé et du coup je trouve qu'il y a plein de très bonnes pistes et je trouve que ce film est un formidable début de réflexion. On peut rêver la suite en tout cas, voilà. En attendant que ça se fasse. Et je me dis que du coup avec des jeunes ou avec des vieux ou enfin avec n'importe qui en fait on peut regarder ce film et en fait se dire bon à partir du film du coup comment on fait pour que la société et pour rêver en fait à un art qui nous donne des clés, pas forcément des solutions mais juste des pistes, oui, des pistes, tu vois, enfin je veux dire pour moi Laurence Anyways de Xavier Dolan est beaucoup plus imaginatif sur ce que c'est que la féminité d'un corps masculin quoi. Même si les deux films n'ont rien à voir mais c'est le film qui m'est venu après en me disant c'est bien, c'est très beau, mais ce serait une sorte de premier tome, quoi. Enfin, faudrait qu'il y ait une suite, quoi, du coup. Mais c'est tout jamais. Peut-être que ça arrivera un peu plus vite qu'on l'espère. Peut-être, une sorte de girl... De girl 2, le retour. Ouais. Bon, on va passer à l'avant-dernière question. Le film que tu ne voudrais pas partager, justement. Mais que tu vas être obligé de partager, quand même. Du coup, je vais être obligée. Désolé. C'est paradoxal, cette question. En fait, j'avais envie de parler de Columbus de Kogonada, qui est un film qui est tellement lié à un état de ma personne que du coup c'est super compliqué. En fait, j'en ai parlé à tout le monde autour de moi et personne n'a été réceptif. Déjà, du coup, on l'a vu ensemble à Berlin. Pendant un festival de cinéma indépendant américain. Ouais. Et on espère que le film sortira un jour en France. Voilà. Et ce serait génial. Mais en fait, le truc, c'est que... En fait, ce film... Moi, je suis arrivée dans ce film, j'étais pas très bien. Et j'étais vraiment dans un état d'agitation intérieure, de gros questionnements, de fatigue émotionnelle, en fait, vraiment. Et en fait, ce film a apaisé... en fait, c'est super contemplatif. C'est hyper... Enfin, pour que ça parle peut-être à des gens qui l'auraient pas vu, je trouve qu'il y a une esthétique qui est assez similaire à ce sentiment de l'été de Michael Ers. Oui.
que j'ai vu il y a pas longtemps et je me suis dit waouh, c'est vraiment les mêmes je sais pas, c'est hyper, j'ai l'impression que tu peux toucher la chaleur du film quoi, qu'il y a un truc vraiment enveloppant. Columbus, ça se passe l'été, c'est du coup on suit deux personnages, donc une nana qui travaille dans une médiathèque du coup à Columbus, qui est une ville aux États-Unis, une petite ville où il y a a priori donc plein de bâtiments architecturaux. Et du coup, ça parle beaucoup d'architecture et d'une manière de voir les bâtiments. Donc c'est marrant parce que cette nana-là, elle est aussi très touchée par les bâtiments. Et elle parle des bâtiments aussi d'une manière assez personnelle, très sensible. Et je trouve que c'est vraiment génial. Et elle rencontre du coup le fils d'un des architectes qui vient parce que son père est malade. Qui lui, alors vraiment, l'architecture, ça a l'air d'être le cadet de ses soucis. Il est traducteur, un peu... Enfin, on sent qu'ils sont pas dans les mêmes ambiances de vie. Et en fait, lui, il se retrouve complètement plongé dans cette atmosphère-là. Et il y a un truc qui est hyper apaisant pour tout le monde, quoi. J'ai l'impression, dans le film, et moi, qui m'avait énormément touchée. Et en fait, le fait que... en fait, il m'a touchée en tant qu'objet d'art et tout ça, mais il m'a aussi beaucoup touchée parce qu'il m'a fait changer de regard sur moi pendant... Enfin, espèce de film thérapeutique, quoi. Enfin, et du coup, j'ai l'impression que... Enfin, j'en parle à des gens, mais j'ai l'impression de plus leur parler de mon état avant-après que du film en tant que tel. Et du coup, j'ai l'impression de pas réussir à complètement le transmettre. C'est pas que tu veux pas le partager, c'est que t'as l'impression que tu peux pas le partager en fait. Tu peux pas... Bah Enfin, j'ai envie en fait de le partager, ouais. Mais il y a un truc qui est hyper... Enfin, c'est comme si je partageais un bout de mon journal intime, quoi. C'est super, super étrange. Alors j'ai envie, il y a plein de fois où je le fais, où je fais lire des passages de journaux intimes à des potes. Mais il y a un truc où en fait, je sais qu'ils pourront pas saisir la même chose. Et du coup, j'ai peur d'être déçue aussi qu'ils ressentent pas le même apaisement. Enfin, ce qui s'est passé en fait, parce que même avec le groupe de potes avec qui on allait le voir, bah oui, on n'a pas... tous aussi ouais, convaincus. Il y en a qui se sont fait chier à mourir... Et en plus, ce film, du coup, je l'ai vu en anglais, sous-titré anglais. Et en fait, du coup, je suis pas super confiante en mon anglais. Donc, il y a plein de passages que j'ai un peu ratés. Mais du coup, en fait, j'étais complètement dans l'image, quoi. Donc, et je pense pas avoir raté des choses du film. Enfin, j'ai très bien compris l'histoire. Et de toute façon, on s'en fout. Enfin, on peut très bien ne pas comprendre l'histoire et passer un très bon moment, quoi. Complètement. Donc, voilà. C'est bien, là, on touche du doigt autre chose, qui est l'ultime question, la conclusion. Aïe. Ton film refuge. Pardon pour ma banalité, du coup. Mais non, banal. Du coup, je suis évidemment retournée sur les films qui m'ont bercé dans mon enfance. Et évidemment, du coup, il fallait que je choisisse un Miyazaki, quoi. Enfin, je suis ingrate parce qu'il y a aussi Michel Oslo qui m'a beaucoup... Enfin, Prince et Princesse qui m'ont... Ça m'a aussi beaucoup touchée, mais vraiment, Mon voisin Totoro... C'est un film, typiquement, c'est un film que j'ai vu en japonais sous-titré français à 5 ans, donc je savais pas lire. Ma sœur, vraiment, genre, du coup, moi, j'avais des images, mais quand je l'ai revu, après, j'ai fait waouh, je me suis fait un film toute seule, quoi. Vraiment, c'était pas le même film. C'est génial. c'est à tester, franchement, de regarder des films sans sous-titres, enfin... Je pense que ça peut être des expériences. Bon, faut le faire, mais... Et donc, c'est un film vers lequel tu reviens souvent, tu ressens souvent le besoin de... Ouais, déjà parce que en fait, du coup, c'est deux petites filles qui sont pendant un moment toutes seules avec leur père, et que moi, du coup, ça me parle beaucoup sur mon histoire personnelle, sur la maladie du coup de la mère, parce que moi, on a beaucoup accompagné aussi notre mère avec ma sœur... dans sa maladie et tout ça, on allait à l'hôpital avec elle, donc il y a quelque chose d'hyper... Enfin, c'est pas du tout la même maladie, ça se finit pas du tout pareil, parce qu'à la fin, la maman revient et que pas la mienne, mais du coup, je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidée, parce que, du coup, j'ai vu le film très peu de temps après la mort de ma mère, et j'ai l'impression que c'est un film qui m'a aidée à rêver en fait la mort et à me protéger aussi de ça parce que c'est super violent, et du coup avec la poésie, avec
tu vois, ces petites filles aussi qui partent dans un monde complètement incroyable, qui rencontrent un chabus, des espèces de monstres hyper gentils, en même temps un peu effrayants, et en même temps beaucoup trop mignons. Ce truc, les noiraudes qui sont... Enfin, vraiment, en fait, moi, ça a mis des noms sur des trucs du quotidien. Enfin, c'est complètement absurde, tu vois, des taches noires que tu vois juste parce que tes yeux sont pas habitués au noir. Et que, en fait, tu leur donnes des noms et tu les appelles des petits monstres qui sont absolument trop mignons et que tu retrouves après dans le voyage de Chihiro. Enfin, je trouve qu'il y a un truc qui est... moi, qui me... Enfin, vraiment, où je me sens... je me sens chez moi, quoi. C'est... vraiment, je me suis complètement approprié l'univers de Mon voisin Totoro. Et je suis allée le revoir en salle, parce que du coup, au studio des Ursulines, ouais, il le passe tous les dimanches, le squatteur indélogeable, comme il l'appelle. Et du coup, on est allé le voir avec mes 2 colocs un dimanche matin. Il y avait une mamie avec ses 2 enfants, donc on était vraiment peu dans la salle. Et c'était magnifique de voir, du coup, ces enfants qui le voyaient pour la première fois, je sais plus. Ils le revoyaient aussi, je crois. Et du coup, on s'est tous mis à chanter Totoro, Totoro. Vraiment, là, on était comme des gosses, c'était vraiment magique. Et vraiment, indéniablement, à chaque fois que je le revois, je suis toujours dans le même état, quoi. Et je retrouve cette sensation-là, ces refuges, parce que je sais où je suis quand je le regarde, quoi. T'es bien dedans. Et en fait, je l'ai vu plein de fois, j'ai vu plein de trucs différents, parce que évidemment, maintenant que je suis grande, je me dis on peut analyser ça comme ça, et puis là, du coup, le papa qui fait ça, la petite fille qui cherche un peu l'attention, enfin, tu psychologises un peu, évidemment, parce que j'ai le recul, quoi. Mais, y compris sur moi, enfant, qui le regarde. Mais... vraiment, à chaque fois, j'ai 4 ans et demi quand je le regarde, quoi. Donc, c'est jouissif. Est-ce que on peut finir sur une image Est-ce que pour toi, les petites filles sur le gros ventre de Totoro, c'est un peu le refuge par excellence Ou une des images du refuge? Est-ce que c'est doux, réconfortant? Ouais, surtout qu'en plus, elles sont dans une espèce de... Enfin, dans une... Oui. Ce tronc d'arbre. Oui, c'est ça, c'est un tronc d'arbre. Il y a un rapport à la forêt. Enfin, moi, j'ai été aussi éduquée sur ça. Enfin, tu vois, j'ai grandi à la campagne. On se faisait tout le temps des balades. Enfin, il y a un truc vraiment d'aller se cacher dans les fourrés, d'aller dans les tout petits sentiers, de dénicher des petits monstres comme ça. Enfin... Et puis ce moment, du coup, où il se présente avec Mei... non, c'est pas Mei, c'est la... Satsuki. Oui, Satsuki, ouais. Qui du coup lui dit qu'elle s'appelle Satsuki, et qui du coup comment tu t'appelles, et qui fait enfin c'est juste génial, quoi. Et qu'elle est absolument pas terrifiée, quoi. Et tu te dis mais en fait Miyazaki, il a tout compris. Il a compris que les enfants sont pas des débiles. Il a compris qu'en fait les enfants peuvent s'inventer un monde qui est super cohérent, qui est hyper et qui est aussi à la hauteur de leur imagination, quoi. Et en fait, on a tendance à penser que les enfants comprennent rien, qui sont un peu à côté de la plaque, qui sont un peu dans leur monde. Mais en fait, leur imagination, on est hyper connecté au monde, et les enfants comprennent tout. Et quand Satsuki, du coup, va absolument offrir les pieds de maïs à sa mère, il y a un truc où elle sait tout ce qui va pas, mais elle sait aussi qu'elle a besoin d'aller bien. Et que même s'il se passe un truc crade dans ta vie, faut quand même survivre, en fait. Et ces moyens de survivre, je trouve que en fait, Miyazaki nous donne des moyens de survivre. De nous dire... je sais plus qui dit ça, que le rêve a été inventé pour éviter de mourir de la réalité. Et c'est vraiment ça, en fait, Miyazaki, et particulièrement Mon voisin Totoro. Et ces images, même dans le chabus, en fait, c'est tous ces moments molletonnés, quoi. Vraiment, physiquement, on les sent, quoi. On est molletonné dans ce film. Bon, on va finir sur cette idée de moment molletonné. Merci Agathe. Merci Clément de m'avoir invité. Mais y a pas de problème, quand tu veux. Merci fan aussi. Ce podcast a été réalisé par Clément Coucoureux et Fan Monté. Nous souhaitons remercier particulièrement Gabriel Régnier pour la musique et Anna Mandico pour les illustrations.